Une adolescente émigre aux États-Unis avec pour rêve celui de devenir médecin. Mais un tragique coup du destin en fera l'innocente victime de trafiquants de drogue. Enlevée et retenue captive, elle survivra pendant plusieurs jours contre toute attente. Les autorités arrêteront bientôt ces ravisseurs, mais ceux-ci refuseront de dire où ils l'ont cachée. Dans une véritable course contre la montre, le FBI et la police tenteront de sauver la vie de cette jeune femme. Le 24 septembre 1994, à Arlington, au Texas. C'était samedi soir et Lisa-Renée, 16 ans, était chez elle en train d'étudier. Elle souhaitait obtenir les meilleurs résultats scolaires possibles pour ce premier semestre dans un collège américain, car elle espérait un jour retourner aux îles Vierges comme médecin. À 20h, elle fut soudain dérangée. Instinctivement, elle savait qu'elle ne devait pas ouvrir la porte et décida d'appeler sa sœur Pearl. Celle-ci lui conseilla d'appeler le service d'urgence et lui promit de rentrer immédiatement. Arlington 911, what are you reporting? Oh no, hurry up. Hey, Who do they say that they're looking for? Lisa dit à la téléphoniste que des hommes essayaient d'entrer chez elle, des hommes qui disaient être des agents du FBI. You have the wrong house. I'm sorry. I think I saw one of y'all coming in. Oh, they're the FBI. They're the FBI. They said that. La téléphoniste entendit le téléphone lui échapper des mains. Puis ce fut le silence. Au moment où la police d'Arlington répondait à l'appel de la jeune fille, celle-ci disparut dans la nuit. Les policiers ignoraient qu'ils allaient bientôt la croiser sur la rue. Ils ignoraient également que la vie de cette jeune fille de 16 ans était en danger. Les policiers étaient sur la scène du crime en compagnie de Pearl, la sœur de Lisa, lorsque le détective John Stanton arriva. Cet enquêteur chevronné de la police d'Arlington prit la direction de l'affaire. Dès l'appel au service d'urgence, il était évident qu'il s'agissait d'un enlèvement et que c'était grave. La téléphoniste avait eu la nette impression qu'il s'agissait d'un acte criminel violent. Le détective devait maintenant tout savoir et rapidement. Les heures qui suivent immédiatement un enlèvement sont très importantes. Pearl dit aux policiers tout ce qu'elle savait. Elle travaillait lorsque sa sœur l'avait appelée pour lui dire que des hommes tentaient d'entrer dans leur appartement. Pearl avait dit à Lisa d'appeler le service d'urgence, puis elle était rentrée à toute vitesse. Mais elle était arrivée trop tard. Elle avait trouvé la vitre de la porte coulissante fracassée et Lisa avait disparu. C'était terrifiant de penser qu'ici même, à Arlington, une jeune fille de 16 ans avait été littéralement emmenée de force hors de chez elle. Pearl déclara aux enquêteurs que ses frères, Neil et Stanfield, habitaient également avec elle. Ils avaient été évincés de leur appartement pour y avoir vraisemblablement vendu des narcotiques. Pearl ajouta que sa famille venait des îles Vierges. Ses frères et elle étaient venus s'installer aux États-Unis les premiers. Lisa était venue les rejoindre juste à temps pour la rentrée scolaire. C'était une étudiante exemplaire. Les techniciens fouillèrent l'appartement en espérant y trouver des indices sur l'identité des ravisseurs.
ils ne trouvèrent aucune empreinte digitale provenant d'inconnus. Peut-être les ravisseurs étaient-ils des connaissances des membres de la famille. Les enquêteurs demandèrent à parler aux frères de Pearl et Lisa, mais ceux-ci étaient sur le chemin du retour d'un festival de musique qui avait eu lieu à Houston. Les détectives demandèrent à Pearl de les joindre sur leur téléphone portable. Lorsque le détective Stanton les eut au bout du fil, ceux-ci se trouvaient à 80 km de l'appartement. Quand je les ai rejoints, j'ai commencé par parler à Stanfield. Celui-ci m'a dit qu'il n'avait pas la moindre idée de qui pouvait avoir fait cet enlèvement. Il ne devait pas d'argent à qui que ce soit, et cela ne pouvait pas être relié à une transaction de drogue, selon lui. Les deux frères n'étaient impliqués dans aucun trafic de narcotiques. Pendant que les techniciens judiciaires ratissaient l'appartement à la recherche d'autres indices, le précieux temps continuait de s'écouler. Ils recueillirent des fragments de verre qui provenaient de la porte coulissante, ainsi que des échantillons de cheveux et de fibres. Ils prélevèrent toutes les empreintes, seulement pour en venir à la conclusion que les ravisseurs portaient des gants. Ce détail était particulièrement inquiétant pour les détectives. Cela laissait présumer que Lisa-Renée était tombée entre les mains de criminels d'expérience. Pour retrouver la jeune fille en vie, le détective Stanton devrait compter sur toute l'aide qu'il pourrait trouver. On doit pouvoir utiliser toutes les ressources dont on dispose, et cela inclut des effectifs supplémentaires et le FBI. Il faut faire appel à tout ce qu'on a comme ressources. Des agents spéciaux du bureau de Fort Worth du FBI se joignirent aux enquêteurs sur la scène de l'enlèvement. L'agent Kenneth Bersono trouva inquiétant que les ravisseurs se soient identifiés comme étant des agents du FBI. Vérification faite, il n'y avait pas d'enquête dans le quartier à laquelle des agents du FBI auraient pu participer. Des voisins affirmèrent avoir aperçu 4 jeunes noirs rôder près de l'immeuble peu de temps avant l'enlèvement. Ils portaient des vêtements de camouflage et roulaient à bord d'une Cadillac de couleur champagne. L'atmosphère sur la scène du crime était très tendue. La sœur de Lisa-Renée était bouleversée de n'avoir pas pu être là pour la sauver. De plus, les autres locataires étaient terrifiés d'apprendre qu'une jeune fille avait été enlevée aussi facilement dans leur immeuble. Le détective Stanton travailla sur ce dossier toute la nuit et une partie de la matinée suivante. Tôt le 25 septembre, il reçut un appel des frères de Lisa. Ceux-ci avaient trouvé une Cadillac de couleur champagne à Irving, une localité voisine. La voiture correspondait à la description qu'avaient faite les résidents de l'immeuble. Nous avons trouvé étrange qu'il nous donne ce renseignement. À peine arrivés à Arlington, les frères s'étaient rendus sans raison apparente à Irving, qui est situé à une certaine distance. Et comme par hasard, ils avaient trouvé une Cadillac qui correspondait à celle des ravisseurs. Nous avons trouvé cela étonnant. Les frères déclarèrent que la Cadillac était garée devant une maison. S'ils savaient quelque chose de plus sur l'enlèvement de leur sœur, ils ne le dirent pas à la police. Le détective Stanton, accompagné de l'agent spécial Bersono, se rendit d'urgence à cette maison à Irving. Les policiers de cette localité étaient déjà sur les lieux. Plus vite on trouverait l'endroit où les ravisseurs gardaient Lisa-Renée captive, plus grandes seraient les chances de la sauver. Comme les frères de Lisa l'avaient dit, la Cadillac était garée devant la maison. Une femme répondit à la porte. Nous lui avons donné la raison de notre présence et lui avons dit que nous étions de la police d'Arlington et du FBI. On voulait parler avec elle de l'enlèvement d'une jeune fille de 16 ans. Nous lui avons demandé l'autorisation de jeter un œil à l'intérieur pour voir si la jeune fille s'y trouvait. La femme déclara que la voiture appartenait à son mari, mais que celui-ci n'était pas à la maison puisqu'il travaillait de nuit. Elle ajouta qu'elle n'avait vu personne qui correspondait à la description des suspects. Elle autorisa les enquêteurs à entrer. Ceux-ci commencèrent par se rendre dans la chambre de son fils qui dormait. Rien ne semblait louche.
Dans une autre chambre, ils réveillèrent une femme qui dormait dans un lit double. Il semblait bien qu'elle était seule. Dans le couloir, les enquêteurs aperçurent un escalier qui menait à un grenier. Un des policiers d'Irving monta et jeta un coup d'œil. Il s'assura que personne ne se trouvait parmi les boîtes et les nombreux effets rangés là. Les enquêteurs quittèrent les lieux, toujours méfiants. Toutefois, sans mandat, ils n'avaient pas le droit de pousser les recherches. Le jour suivant l'enlèvement, les enquêteurs interrogèrent de nouveau Neil et Stanfield. Malgré les accusations relatives à la drogue qui pesaient contre eux, les frères de Lisa n'étaient vraisemblablement pas impliqués dans l'enlèvement de la jeune fille, mais ils avouèrent qu'ils avaient participé à une arnaque quelques jours plus tôt. Ils avaient rencontré deux hommes. Ils ne connaissaient cependant que l'un d'eux, un certain Steven. Steven et son complice leur avaient donné 5 000 $ pour se procurer 4 kilos de marijuana. Neil et Stanfield leur avaient promis de revenir 1 heure plus tard avec la drogue, mais ils n'étaient jamais revenus. Ils reconnurent qu'ils n'avaient pas eu l'intention de leur livrer la marijuana, car ils avaient besoin d'argent pour payer leurs frais d'avocat suite aux accusations portées contre eux. Les frères de Lisa ajoutèrent qu'ils ignoraient comment entrer en contact avec Stephen, mais qu'ils connaissaient quelqu'un qui pourrait le faire. C'est tout ce qu'ils dirent à la police. L'homme qui connaissait Stephen était un prisonnier qui purgeait une peine de réclusion de 9 ans à la prison de Tarrant County. Il déclara à la police que le nom complet du suspect était Stephen Beckley. Ce jeune homme de 19 ans travaillait chez un concessionnaire d'auto à Irving. Les enquêteurs introduisirent ce nom dans leur base de données. Il n'y avait aucun mandat contre lui et Beckley n'avait aucun antécédent criminel. Pendant que les détectives poursuivaient leur enquête, Pearl, la sœur de Lisa, faisait tout ce qu'elle pouvait pour aider les autorités. Elle placarda des affiches avec la photo de sa sœur un peu partout et contacta les médias en espérant que quelqu'un ait aperçu Lisa. Mais les chances de retrouver la jeune fille en vie s'amenuisaient à mesure que passaient les jours. Le 24 septembre 1994, Lisa-Renée, 16 ans, avait été enlevée de son appartement à Arlington, au Texas. Oh, they're the FBI. They're the FBI. They said they're the FBI, ma'am. No! Ma'am? What's going on? Ma'am? Un peu plus de 2 jours s'étaient écoulés depuis l'appel à l'aide de Lisa. Mais la police et le FBI n'avaient guère progressé dans leur enquête. Le temps commençait à manquer. Le service de police d'Arlington demanda alors l'aide du public. Le détective Stanton se souvient que le public répondit massivement à l'appel. Ce crime a fait ressurgir chez le public la peur qu'on a de se faire enlever chez soi. Cet enlèvement était complètement inusité, particulièrement au sein d'une population comme celle d'Arlington. Ça sortait de l'ordinaire. C'était quelque chose qui ne se produit jamais ici. Je veux dire, dans une ville comme celle-ci. Le 27 septembre, le détective de la police d'Arlington reçut un visiteur inattendu. C'était le propriétaire de la maison d'Irving devant laquelle était garée la Cadillac. Celui-ci travaillait au moment de la visite de la police, mais il avait entendu parler de l'enlèvement de Lisa et il croyait pouvoir fournir des informations à la police à ce sujet. Il déclara que le jour précédant l'enlèvement, il avait organisé un barbecue pour célébrer la visite des frères de sa femme à la maison. Le plus vieux d'entre eux, Orlando Hall, était impliqué dans des affaires de drogue. Il croyait aussi que le plus jeune, Demetrius,
avaient les mêmes activités illégales. Leur ami Stephen Beckley s'était joint à eux. Cet homme nous a dit que les frères Hall portaient des vêtements de camouflage et que c'est en entendant les informations concernant cet enlèvement aux nouvelles qu'il s'est dit que ses beaux-frères étaient peut-être impliqués. Quelque chose d'autre avait également éveillé les soupçons de l'homme. L'une de ses voisines lui avait dit avoir vu plusieurs jeunes hommes arriver chez lui à bord de sa Cadillac. À ce moment-là, sa femme et lui étaient partis au restaurant avec leur autre voiture. Mais comme les clés de la Cadillac se trouvaient en permanence dans l'entrée, il était possible que les frères de sa femme la lui aient empruntée. L'homme ajouta qu'il ne faisait pas confiance aux frères Hall. Tous deux avaient été incarcérés en Arkansas suite à des inculpations de recel de drogue. De plus, en venant rendre visite à leur sœur au Texas, ils violaient les conditions de leur liberté provisoire. L'homme avait eu l'impression qu'ils étaient sur un autre coup sans qu'il sache cependant de quoi il s'agissait. Il ajouta que les frères Hall n'étaient plus chez lui. La nuit de l'enlèvement, seul Orlando avait dormi à la maison avant de repartir pour l'Arkansas le lendemain matin, où il prévoyait aller voir des amis dans la ville d'Eldorado. Le détective soupçonnait Orlando d'avoir rejoint ses complices à cet endroit. Il contacta la police de cette ville. Les enquêteurs découvrirent que Demetrius Hall, 19 ans, était en liberté conditionnelle après avoir été reconnu coupable de possession de cocaïne avec l'intention d'en faire le commerce. Son frère aîné Orlando avait été reconnu coupable du même crime. Son dossier incluait en plus des arrestations pour agression et port d'armes illégales. En parlant aux policiers d'Eldorado, je me suis rendu compte qu'ils connaissaient déjà les frères Hall. De fait, ils m'ont fourni des informations sur eux avant même que j'aie eu le temps de leur dire ce que je savais. Les deux hommes étaient bien connus des forces policières de cette localité. Plus tard le même jour, les enquêteurs obtinrent un mandat les autorisant à fouiller la maison d'Irvine au Texas, où les frères Hall étaient restés quelques jours. Ils se mirent à la recherche de cheveux, de fibres, de traces de sang et d'empreintes digitales, bref de tout ce qui pourrait être relié au crime. L'agent spécial du FBI, Garrett Floyd, se souvient de la découverte la plus importante qu'ils firent alors. Dans la chambre de l'enfant, on a trouvé un bâton de baseball miniature. En le ramassant, on a constaté que des fragments de verre y étaient incrustés. On se rappelait la porte coulissante en verre. On a tout de suite pensé qu'on avait trouvé là un indice incriminant. Des examens en laboratoire permettraient plus tard de confirmer si leur intuition était juste. Dans un bac de rangement dans le placard d'une autre chambre, les enquêteurs trouvèrent un tricot vert auquel étaient accrochées des fibres d'isolant. On préleva cet indice pour procéder à des analyses. Les experts recueillirent également des fibres d'isolant dans le grenier. Les examens révélèrent plus tard que ces fibres étaient identiques à celles sur le tricot. On trouva également dans ce grenier des pantalons de camouflage. Les techniciens judiciaires fouillèrent ensuite la Cadillac à la fourrière du service de police. Il n'y avait aucune empreinte digitale suspecte. On trouva quelques fragments de verre dans la voiture qui pouvaient provenir de la porte coulissante de l'appartement de Lisa. Les enquêteurs les envoyèrent au labo pour les soumettre à des analyses. En attendant les résultats, ils obtinrent les mandats d'arrêt des frères Hall et de leur ami Stephen Beckley, car ils disposaient d'assez d'indices pour établir un motif raisonnable. Mais on n'avait toujours pas retrouvé Lisa-Renée. L'agent Floyd travaillait sans relâche, sachant que plus le temps passait et plus on risquait de ne jamais la retrouver en vie. Nous voulions résoudre cette affaire à tout prix, d'autant plus que nous savions que chaque minute comptait. Nous avons déployé tous nos efforts pour retrouver la victime. Les enquêteurs espéraient retrouver la piste de Lisa, une piste qui aboutissait pour l'instant à quelques fragments de verre.
Les techniciens comparèrent les fragments trouvés dans la voiture et ceux qui s'étaient incrustés dans le bâton de baseball à ceux recueillis chez Lisa. Au laboratoire du FBI à Washington, le superviseur et expert judiciaire Bruce Hall s'attela à la tâche pour établir si tous les fragments de verre provenaient de la même porte coulissante. Des techniciens examinèrent d'abord le verre incrusté dans le bâton de baseball. Ils en évaluèrent la composition. Il était identique aux morceaux de vitre recueillis à l'appartement de Lisa. Pour confirmer leurs résultats, les experts en mesurèrent également l'indice de réfraction, c'est-à-dire la façon dont l'échantillon réfléchit la lumière. En examinant les caractéristiques du verre de la scène du crime et celui provenant du bâton de baseball, j'ai pu constater que l'indice de réfraction du verre et sa composition étaient parfaitement identiques. Cela m'a permis de conclure que le verre du bâton de baseball provenait de la scène du crime. Le verre recueilli dans la Cadillac n'était toutefois pas le même. On découvrit plus tard que les fragments provenaient d'une vitre de la voiture qui s'était brisée quelque temps auparavant. À la demande du FBI et de la police d'Arlington au Texas, les détectives d'El Dorado en Arkansas se mirent à la recherche des fugitifs. Ils trouvèrent Demetrius Hall chez son père. Celui-ci se rendit sans opposer de résistance et fut conduit à la prison d'El Dorado. Il refusa toutefois de dire où se trouvait Lisa. De plus, on ne trouva aucun indice lors de la fouille de la maison de son père. Les enquêteurs ignoraient toujours où Lisa-Renée se trouvait et si elle était encore en vie. 4 jours et demi après l'enlèvement de Lisa-Renée dans l'appartement de sa sœur à Arlington au Texas, les enquêteurs avaient retrouvé la trace de ses ravisseurs à El Dorado en Arkansas. Un des 3 suspects, Demetrius Hall, était en détention provisoire. Les enquêteurs étaient toujours à la recherche de son frère aîné Orlando, ainsi que de Stephen Buckley. Cet après-midi-là, les policiers trouvèrent Stephen Buckley chez un de ses amis. Ils n'eurent pas besoin de frapper à la porte, car Buckley sortit et se rendit de lui-même. Les agents du FBI et les détectives d'Arlington se rendirent à El Dorado en avion pour y interroger des suspects. Au début, Stephen Buckley n'était pas coopératif. Mais l'agent Garrett Floyd refusait d'abandonner. Buckley m'a dit qu'il ignorait ce qui s'était passé. Mais après 1 heure d'interrogatoire, il a commencé à me regarder dans les yeux. Et j'ai enfin pu établir un contact avec lui. Il s'est alors mis à parler. Buckley déclara que ses amis et lui avaient demandé à un certain Bruce Webster de les aider à se venger des frères de Lisa-Renée. Webster était un criminel reconnu. Ce tueur à gages avait la réputation d'être un homme violent. Son plan consistait à arroser les frères de Lisa d'essence et de les mettre en feu s'ils ne leur rendaient pas la drogue ou l'argent qu'il leur avait promis. Mais lorsqu'ils étaient arrivés à l'appartement, les frères de Lisa n'étaient pas là. Plutôt que de repartir les mains vides, ils avaient décidé d'enlever la jeune fille. Buckley déclara que les autres et lui avaient ensuite emmené Lisa à la maison d'Irving où Demetrius et Orlando vivaient. Ils avaient alors fait descendre l'adolescente de la Cadillac pour la faire monter dans la Ford Escort de Buckley. Stephen Buckley, Bruce Webster et le jeune Demetrius Hall s'étaient ensuite rendus avec elle en Arkansas. Orlando Hall resta derrière et il se cacha dans le grenier de la maison de sa sœur. Le détective Stanton était déçu. Les policiers n'avaient été qu'à quelques mètres d'Orlando, mais ils l'avaient manqué.
Ce n'est que plus tard qu'on a appris, après avoir mis des suspects en détention, qu'Orlando s'était caché derrière l'isolant au grenier pendant que nous étions au rez-de-chaussée à interroger la dame de la maison. Buckley déclara que pendant les 4 heures de route en direction de l'Arkansas, les 2 autres jeunes hommes et lui s'étaient relayés pour violer Lisa-Renée tour à tour. En arrivant en Arkansas plus tard dans la soirée, Webster avait loué une chambre dans un motel de Pine Bluff. Lisa avait été ligotée et bâillonnée et on l'avait laissée ainsi dans la salle de bain. Les agents insistèrent auprès de Buckley pour qu'il leur dise si la jeune fille était toujours vivante et où elle se trouvait. Chaque minute comptait pour la retrouver en vie, mais Buckley refusa d'en dire plus. Il déclara que tant que Bruce Webster serait en liberté, il avait trop peur de parler. Il croyait, en fait, il savait que Bruce Webster le tuerait, lui et quiconque raconterait ce qui était arrivé à Lisa-Renée. C'était cette frayeur-là que Bruce Webster avait instillée aux complices qui avaient pris part à l'enlèvement. Buckley dit toutefois aux enquêteurs où, à son avis, il trouverait Webster. Selon lui, l'ex-prisonnier était peut-être encore au motel de Pine Bluff où ils avaient retenu Lisa-Renée captive 4 jours plus tôt. Pine Bluff est situé à 140 km d'Eldorado. Les agents interrogèrent la gérante pour corroborer la déposition de Buckley. Ils espéraient y trouver Webster, de même que Lisa-Renée. En interrogeant la gérante, on a appris que Webster avait bien loué une chambre à ce motel. Pendant qu'il s'enregistrait, elle avait vu une jeune fille tenter de sortir de sa voiture. Bruce se serait alors tourné vers les autres occupants de la voiture et leur aurait dit « Faites remonter cette garce dans l'auto ». Bruce Webster et ses compagnons se seraient ensuite rendus à l'arrière de la propriété en auto pour accéder à leur chambre. La gérante montra ensuite aux enquêteurs son registre du 25 septembre. Webster avait loué la chambre 513. Cette chambre avait été relouée par la suite et nettoyée à plusieurs reprises depuis son départ. Les probabilités d'y trouver des indices étaient bien minces. Une unité spéciale du FBI fut dépêchée sur les lieux. L'agent et le détective poursuivirent leur interrogatoire de Buckley. Ils lui demandèrent de leur raconter ce qui s'était passé dans cette chambre, en espérant qu'il finirait par laisser tomber sa garde et qu'il leur dirait où se trouvait désormais Lisa. Une fois qu'on a conduit Buckley au motel de Pine Bluff, on a tout de suite eu le sentiment qu'il nous fallait faire vite. Buckley nous avait assuré que la dernière fois qu'il avait vu la jeune fille à ce motel, elle était encore en vie. Buckley déclara à la police que les hommes avaient violé Lisa à plusieurs reprises dans la salle de bain. Le reste du temps, elle avait un sac de papier sur la tête. Lors de leur seconde nuit au motel, les ravisseurs avaient failli être pris sur le fait. Un gardien de sécurité avait frappé à leur porte. La gérante avait demandé à son gardien de sécurité, qui vivait sur les lieux, de faire une vérification dans cette chambre pour s'assurer que tout était normal. Le gardien de sécurité est donc allé à la chambre et il n'a pas vu Lisa-Renée. Par la suite, Stephen Buckley nous a dit que si le gardien avait vu la jeune fille, les hommes l'auraient sans doute tuée. Buckley et ses complices craignaient le retour du gardien de sécurité. Le motel n'était plus un endroit où ils pouvaient se cacher sans courir de risque. Pendant que Buckley racontait son histoire, des techniciens judiciaires tentaient de trouver des preuves que Lisa-Renée avait séjourné dans la chambre. L'expert judiciaire Joel Stevenson, du service de police d'Arlington, était résolu à trouver une preuve pour corroborer la déposition de Buckley. Nous y sommes allés en sachant qu'on avait commis vraisemblablement des viols à répétition dans cette chambre. Nous avons cherché des fluides corporels dans la chambre de motel qui auraient pu confirmer la présence des suspects ou celle de Lisa. Ce n'est que dans la salle de bain, sur le mur derrière la cuvette, que nous avons remarqué l'empreinte d'une paume de main et de doigt. On a bientôt confirmé qu'elle avait été laissée là par Lisa-Renée. Cette empreinte de paume de main était très importante pour nous, parce qu'elle prouvait que la jeune fille s'était bien trouvée avec eux.
Les enquêteurs disposaient maintenant des preuves que Lisa était encore en vie 4 jours plus tôt, soit le jour où Buckley et ses complices avaient loué la chambre de motel. Pendant que les agents reconduisaient le ravisseur à sa prison d'Eldorado à 140 km de là, ils le pressèrent de leur donner plus de détails. Celui-ci finit par avouer qu'après qu'Orlando Hall les eut rejoints à Pine Bluff, ils avaient décidé d'emmener Lisa dans un autre motel des environs pour éviter une seconde visite du gardien de sécurité. Après quelques jours à cet autre motel, les hommes étaient devenus de plus en plus anxieux à l'idée de se faire arrêter. Ils avaient mis au point un plan pour se débarrasser de la jeune fille. Demetrius Hall resta derrière pour nettoyer la chambre, pendant que les 3 autres hommes forcèrent la jeune fille à monter à bord de la voiture de Webster et se dirigèrent dans un secteur rural. Buckley déclara aux enquêteurs que Bruce Webster et Orlando Hall avaient creusé une tombe dans un parc près du motel. Ils y emmenèrent Lisa pour la tuer. Mais il faisait si sombre dans le parc que les 3 hommes ne parvinrent pas à retrouver la fosse qu'ils avaient creusée plus tôt. Après 1 heure de recherche, ils la ramenèrent au motel. Le lendemain matin, ils se mirent de nouveau en quête de la fosse. Pendant que les techniciens fouillaient la 2e chambre de motel à la recherche d'indices, les enquêteurs tentèrent de convaincre Buckley de leur raconter la suite des événements. L'agent spécial Garrett Floyd se rappelle que Buckley refusait, toujours effrayé par la perspective d'une vengeance de Webster. Le temps pressait. C'était une course contre la montre. Malgré tout, on continuait d'espérer qu'elle soit encore en vie. Et c'est pourquoi nos agents, de même que les policiers qui participaient aux recherches, même s'ils n'avaient pas dormi depuis 2 ou 3 jours, étaient au travail et continuaient de fouiller en espérant qu'il n'était pas trop tard. Les enquêteurs reçurent alors un appel inespéré. L'équipe d'experts du FBI qui travaillait au 2e motel avait aperçu Bruce Webster arriver à bord de sa voiture. Il est arrivé dans le stationnement. Nos policiers et agents du FBI sont alors allés lui parler. Il s'est identifié sous son nom, Bruce Webster, et il a donné sa date de naissance. Il avait sur lui un petit sac de ce qui semblait être de la marijuana. On lui a demandé l'autorisation de fouiller sa voiture. Il a permis aux policiers qu'on examine son véhicule. Les policiers y trouvèrent 2 pistolets. On accusa Webster de possession illégale d'armes à feu et de marijuana. Il fut conduit à la prison de Garland County à Hot Springs. La voiture fut fouillée méticuleusement. On n'y trouva aucune trace de Lisa. On nous a alors appelés sur la radio pour nous annoncer que le suspect était en détention. Le détective Ford et moi-même sommes allés interroger Bruce Webster. Il nous a dit qu'il n'était au courant de rien, qu'il n'avait rien fait de mal et qu'il était simplement revenu à sa chambre de motel. Pendant que l'agent Floyd pressait Webster de répondre à ses questions, le dernier fugitif, Orlando Hall, se rendit à la police. Apparemment, Orlando Hall avait appris par le bulletin de nouvelles que nous avions procédé aux arrestations de ses complices. Il avait appris notamment que son frère était en détention. Il s'est rendu au service de police de Pine Bluff. Maintenant que les 4 suspects étaient en détention, les agents espéraient que l'un d'entre eux leur révélerait où se trouvait Lisa-Renée. L'interrogatoire de Bruce Webster, l'homme engagé pour tuer les frères de Lisa-Renée, se poursuivit toute la nuit, mais il parla peu. L'agent Floyd croyait malgré tout qu'il détenait les réponses à ses questions. À peu de choses près, les seules informations que nous a fournies Webster étaient son nom, le fait qu'il se proclamait innocent et qu'il voulait aller dormir. Pour lui, cette histoire ne signifiait rien, pas plus que la jeune fille d'ailleurs. Les agents avaient de moins en moins l'espoir de retrouver Lisa en vie. Ils devaient absolument faire parler un des suspects, et ce, le plus vite possible. Six jours après l'enlèvement d'une jeune fille de son appartement d'Arlington au Texas, les enquêteurs pressaient ces présumés ravisseurs de leur dire où elle était. Jusqu'à maintenant, le tueur à gages Bruce Webster était resté muet.
Mais la persévérance de l'agent spécial Garrett Floyd finit par se révéler payante. Webster reconnut enfin que Lisa était morte. Je me suis senti comme si on m'avait assommé d'un violent coup de marteau. On avait suivi la piste de cette jeune fille depuis Arlington au Texas jusqu'à Pine Bluff en Arkansas, soit à plus de 300 km de chez nous, avec l'espoir de la retrouver en vie, mais ça n'a pas marché. C'était comme si on nous avait vidé de toute notre énergie. Webster reprit l'histoire là où son complice, Stephen Buckley, s'était arrêté. Ils étaient retournés au parc avec Lisa, et cette fois, ils avaient repéré la fosse creusée le jour précédent. Ce que redoutait le plus John Stanton s'était bel et bien produit. J'ai eu un dur retour à la réalité en me rendant compte que je ne la retrouverais pas en vie, qu'on ne pourrait pas la sauver. C'était trop tard. Webster ajouta que seuls deux de ses complices, Orlando Hall et Stephen Buckley, étaient venus avec Lisa et lui au parc. Le quatrième ravisseur, Demetrius Hall, était resté au motel pour nettoyer la chambre et éliminer les empreintes. Le présumé tueur à gages déclara qu'il n'était pas avec les autres quand ceux-ci avaient abattu la jeune fille. Selon Webster, il était retourné à la voiture pour faire le guet. La fosse était trop loin de la voiture pour qu'il puisse être témoin du meurtre. Maintenant que Webster était en détention et par conséquent hors d'état de nuire, les agents espéraient que Buckley corroborait ses aveux. L'agent Floyd était persuadé que Buckley en savait bien plus que ce qu'il avait révélé. Il m'a regardé et m'a dit « Vous savez, je ne vous ai pas tout dit, je vous ai menti. » Et je lui ai répondu « Oui, je le sais, tu ne m'as pas menti, mais tu m'as caché des choses. » Il m'a alors dit « Vous avez raison. » Et il s'est mis à pleurer. Stephen Buckley m'a alors avoué que la jeune fille était morte, qu'on l'avait enterrée dans ce boisé et qu'il fallait aller chercher son corps. J'ai répondu « On va y aller. Commençons par tout mettre ça sur papier et ensuite on ira la chercher. » Buckley déclara que contrairement à ce qu'avait affirmé le tueur à gages Bruce Webster, ce dernier avait bien été mêlé au meurtre. Selon lui, la fosse était d'une profondeur de 2 mètres. Quand ils sont arrivés là, Lisa, Bruce Webster, Orlando Hall et Stephen Buckley, et que Lisa a vu la fosse, elle a tenté de prendre la fuite. Puis, ils l'ont frappée avec une pelle. Et ils ont laissé des marques de coups sur l'écorce de l'arbre, tout à côté. C'est alors que Buckley est devenu très inquiet et qu'il s'est mis à avoir peur. Il est retourné au bord de la rue pour s'assurer que personne n'arrivait, comme le lui avait demandé Bruce Webster. Quand il est retourné auprès des autres, ceux-ci étaient en train d'enterrer le corps de la jeune fille. Buckley déclara aux enquêteurs qu'ils étaient ensuite rentrés au motel pour y rejoindre Demetrius, prendre une douche et ensuite qu'ils étaient partis. Ils avaient donné leurs vêtements sales à Webster qui les brûlerait plus tard dans le parc en même temps que les vêtements de Lisa tachés de sang. Webster était demeuré à Pine Bluff avec Orlando Hall. Quant aux deux autres, ils étaient retournés à Eldorado. Les agents interrogèrent de nouveau Webster en espérant se servir des aveux de Buckley pour exercer de la pression sur lui. L'agent lui dit que Buckley avait déclaré que Webster se trouvait bien avec eux sur la scène du crime. Il avait également donné le nom du parc où le corps avait été enterré. Le tueur à gages avoua qu'il s'était bien trouvé sur la scène du crime. Il reconnut avoir creusé la fosse et proposa à l'agent de lui montrer à quel endroit. Le lendemain matin, les policiers trouvèrent la fosse. Ils commencèrent par examiner les alentours avant d'exhumer le corps. Le site était exactement comme l'avait décrit le tueur à gages, y compris l'arbre meurtri près de la tombe. Déterrer le corps demanda du temps, et c'était une véritable épreuve pour les experts.
En plus de creuser, ceux-ci devaient soigneusement examiner la moindre feuille ou motte de terre à la recherche de toute preuve de l'implication des suspects. Joel Stevenson de la police d'Arlington se rappelle quand leur travail a finalement abouti. Nous avons atteint le corps de Lisa à environ 60 cm sous la surface de la terre. On a ensuite commencé à enlever la terre qui recouvrait son corps. Puis, on a creusé tout autour, jusqu'à plus d'1 mètre. Cela nous a pris environ 5h30 pour terminer le travail. Quand les experts trouvèrent le corps de la femme, les enquêteurs accusèrent le coup. Ils avaient tant souhaité sauver Lisa-Renée. Pendant qu'on tentait d'exhumer son corps, un des agents de l'équipe d'experts lui a accidentellement égratigné le genou. L'agent s'est alors effondré en larmes. J'ai commencé à pleurer à mon tour. On savait maintenant qu'elle était morte. On avait passé toute la semaine à tenter de la retrouver. Et on y était parvenu, mais malheureusement, elle n'était plus en vie. Le médecin légiste fit transporter le corps de Lisa à son laboratoire de Little Rock en Arkansas pour autopsie. Il y avait des traces de liens sur ses bras, des blessures sur ses mains qui indiquaient qu'elle s'était défendue, d'autres blessures sur tout son corps, de même que de profondes lacérations sur sa nuque. Mais elle était morte par asphyxie et des suites d'un violent coup à la tête avec un objet contondant. Le médecin légiste croit que les assaillants de Lisa l'ont assommée avec la pelle et qu'ils l'ont ensuite enterrée vivante. Quand on se rend compte qu'on était si près d'empêcher cette victime d'enlèvement de mourir et de la façon dont c'est arrivé, cela fait vraiment mal. On voudrait pouvoir reculer dans le temps et faire les choses différemment. Mais avec les conditions dans lesquelles on travaillait et les informations dont on disposait, on a fait ce qu'on pouvait. Malheureusement, cela n'a pas suffi pour sauver Lisa. Les 4 ravisseurs ont comparu peu de temps après la découverte du cadavre. Demetrius Hall est devenu témoin pour le compte de l'État et il a conclu une entente qui fixait sa peine à 25 ans de réclusion. Stephen Berkeley a fait de même et il a écopé d'une peine de 30 ans. Orlando Hall a été condamné à la peine de mort pour cet enlèvement qui s'est terminé par la mort de sa victime. Quelques mois plus tard, Bruce Webster a écopé de la même peine. Les 2 hommes ont été envoyés au pénitencier fédéral de Terre Haute en Indiana où ils attendent leur exécution. Les procès ont été une mince consolation pour Pearl, la sœur de Lisa. Celle-ci a du mal à réaliser que cette jeune adolescente ne pourra jamais concrétiser son rêve de devenir médecin. Je croyais que cela me réconforterait, mais non, parce que rien ne pourra nous la ramener. La seule chose qui me consolerait, c'est si Lisa était encore là. Mais c'est impossible. Pour le détective John Stanton de la police d'Arlington, le meurtre de Lisa-Renée a des incidences terrifiantes. Cela ne fait que confirmer que tout peut arriver, même à des personnes qui n'ont aucun lien avec le crime. Personne n'est à l'abri. On peut tous un jour se retrouver avec sa vie en péril. Lisa-Renée est l'exemple parfait de la victime innocente. Au cours de toutes ces années de travail, c'est le cas sur lequel j'ai travaillé où la victime avait le moins à se reprocher. On doit tous se rappeler que même lorsque l'on est innocent, on peut toujours devenir une victime. Pour l'agent spécial Garrett Floyd et ses collègues, cette enquête avait des résonances très personnelles. Je suis le père d'une adolescente du même âge que Lisa-Renée. C'est difficile pour moi de concevoir qu'on puisse s'en prendre à une jeune fille et lui faire ce que ses ravisseurs lui ont fait, et finir par la tuer sans aucun respect pour sa vie. Cela donne à mon rôle de père un autre sens.
On aime ces enfants et l'on sait que l'on doit les protéger. Mais un samedi soir, pendant que ma fille fait ses devoirs, je pourrais aller faire une course et des hommes pourraient faire éruption chez moi, enlever ma fille et lui faire vivre la même tragédie. Dans la ville de Détroit, un gang attaque des gens lors de violentes invasions de domicile. Les hommes procèdent rapidement. Ils prennent ce qu'ils sont venus chercher et s'enfuient sans laisser d'indices. Le FBI et la police mettent leurs efforts en commun pour mettre un frein à cette vague de terreur. Ils finiront par se retrouver face à face avec les dangereux gangsters qui refusent de se laisser capturer en vie. Détroit, au Michigan, en février 1994. Dans certains quartiers de cette ville, le trafic de narcotiques était monnaie courante. Et les policiers faisaient régulièrement des descentes pour arrêter des vendeurs de drogue. Mais ce raid-ci n'avait rien d'habituel. Les hommes demandèrent à l'occupant de la maison où il gardait sa drogue et son argent. Celui-ci refusa de parler, certain que des policiers ne s'en prendraient pas physiquement à lui. L'homme appela la police pour signaler que des agents avaient fait irruption chez lui et qu'ils avaient volé de l'argent et des bijoux. Les patrouilleurs savaient que cet homme était un vendeur de drogue du quartier. Ils savaient aussi qu'aucune descente de police n'avait été prévue à cette adresse. Les voleurs pouvaient-ils être des policiers corrompus? Il s'agissait d'une autre de ces invasions de domicile très violentes avec lesquelles Détroit était aux prises. On n'en comptait pas moins d'une par semaine. Ces invasions terrorisaient la ville entière. Les voleurs ne laissaient aucun indice derrière eux. En juin 1994, le groupe d'intervention Safe Streets Violent Crimes, qui venait d'être mis sur pied, mit tout en œuvre pour juguler cette vague de violence. Le groupe comptait des enquêteurs de la police de Détroit et des agents du FBI, comme l'agent spécial Michael Kosanovich. On était résolus à élucider ces cas d'invasion de domicile violents. Au point de départ, on estimait qu'il y avait eu environ 50 intrusions de domicile de janvier à juin 1994. C'étaient des crimes violents. Il y avait eu des coups de feu et même des viols. Les enquêteurs commencèrent par tenter d'établir des liens entre les nombreux cas d'invasion de domicile. Voici Tom Dunay, de la police de Détroit. On a revu tous les rapports de police des 2 ou 3 derniers mois et on les a analysés. On a tenté d'identifier clairement la façon de procéder de ces types en examinant attentivement ce qu'ils faisaient chaque fois. Les enquêteurs relevèrent alors des constantes dans ces attaques, comme nous le raconte l'agent spécial Bob Pertuso. Le gang utilisait la même approche que les policiers lorsqu'ils exécutent un mandat de perquisition ou une arrestation. Ils doivent entrer rapidement dans une maison et maîtriser les occupants. Ils portaient tous des cagoules et ils avaient des pistolets semi-automatiques et des fusils d'assaut, des Mac 10. Compte tenu de toutes les ressemblances relevées, le groupe d'intervention soupçonnait qu'un seul gang de malfaiteurs était à l'œuvre. On est parvenu à resserrer nos recherches.
Il s'agissait d'un gang d'un minimum de 4 types à un maximum de 8. Leur mode d'opération était toujours le même. Tout, dans ces cas, était identique. Pour recueillir davantage d'informations de première main, ils interrogèrent à nouveau les victimes de ces invasions de domicile. Ils constatèrent bientôt que la plupart des victimes avaient été impliquées dans la vente de narcotiques. L'agent spécial Michael Kosanovic ne fut pas surpris de voir que ces vendeurs de drogue se montraient hésitants à parler. Ils ne voulaient pas qu'on sache qu'ils vendaient des drogues ou qu'ils menaient des activités illégales à partir de chez eux. Le sergent détective Tom Berry assura les victimes qu'il n'avait nullement l'intention de les arrêter pour des crimes reliés à la vente de stupéfiants. Certaines de ces victimes avaient été violées. Les voleurs étaient violents. On se fichait pas mal de la drogue. On voulait que les victimes collaborent avec nous. Dans environ 90% des cas, elles se sont montrées coopératives. Elles nous disaient « Je vends de la drogue et je sais que ce n'est pas bien, mais j'ai des informations à vous donner. » Les enquêteurs constatèrent également que ce n'étaient pas toutes les victimes qui vendaient des narcotiques. Parfois, c'étaient des gens âgés. Ils étaient complètement affolés. On leur braquait une arme sur la tempe en leur disant « Où est la drogue? Où est l'argent? » Mais il n'y avait ni drogue, ni argent. Les voleurs avaient parfois fait irruption dans la mauvaise maison. Et quand ils s'apercevaient qu'il n'y avait ni drogue ni argent, ils devenaient violents. On a entendu plusieurs histoires de torture. Ils avaient frappé une femme de 80 ans avec un pistolet et avec la crosse de leur fusil. Voici l'agent spécial Martin Van der Vliet du FBI. Ce qui nous a le plus perturbés, c'était le fait qu'ils avaient agressé sexuellement des femmes lors de 6 invasions de domicile. Dans l'un de ces cas, il s'agissait d'une mère et de sa fille de 15 ans. Elles avaient été violées simultanément par 2 membres du gang. On pouvait lire la peur et la colère dans leurs yeux. Elles se maîtrisaient, mais on sentait toutes ces émotions en elles. La jeune fille ne nous a rien demandé, mais son regard nous suppliait de les aider. Ça m'a frappé, et je suis sûr que je vais me souvenir du regard de cette jeune fille pour le restant de mes jours. On lui a dit qu'on ferait tout en notre pouvoir pour faire comparaître ces types en justice. Je devais leur redonner espoir. Je les appelais tous les jours pour leur dire que je pensais à elles. Je leur disais, on ne vous a pas oublié, on est de votre côté et on vous protège, n'ayez aucune inquiétude. Même si la peur allait continuer de les tenailler, elles savaient qu'elles pouvaient compter sur la pleine collaboration du groupe d'intervention. Comme toutes les invasions de domicile étaient effectuées comme des descentes policières, les enquêteurs ne purent écarter la thèse du gang formé de policiers. On a vérifié auprès de tous les agents qui avaient été licenciés et qui avaient été accusés d'usage illégal de narcotiques, parce que toute cette affaire tournait autour des stupéfiants. On devait donc vérifier tous les policiers qui faisaient partie de l'escouade des narcotiques, mais on n'a rien trouvé. À en juger par le degré de violence de ces intrusions, les enquêteurs en vinrent à penser que des policiers n'étaient vraisemblablement pas mêlés à ces affaires. De par notre expérience, les policiers corrompus ne vont pas jusqu'à tirer des coups de feu dans une maison ou violer une de leurs victimes. En général, ils commettent le vol et ils s'enfuient. Ils défoncent la porte, entrent, prennent ce qu'ils sont venus chercher et disparaissent aussitôt. On n'a pas écarté cette hypothèse au début, mais plus il y avait d'invasions de domicile, plus les voleurs devenaient violents. On en a déduit que ce n'étaient sans doute pas des policiers ni des ex-policiers. Le plus gros problème qu'on avait avec ces criminels, c'était qu'ils se comportaient comme des policiers lors de leurs invasions de domicile. Au point où ils compromettaient le travail des vrais policiers. Si des agents se pointaient chez les victimes de ces types, elles pouvaient tout aussi bien décider de se mettre à tirer sur nos agents ou essayer de les blesser. Maintenant que les enquêteurs avaient une idée plus claire du type de criminels auxquels ils avaient affaire, ils pourraient commencer à tenter de les identifier. On a examiné les dossiers de plusieurs individus qui avaient commis des crimes semblables par le passé. Des vols impliquant des vendeurs de narcotiques. On a contacté plusieurs de nos indiques et on leur a demandé de tenter de découvrir qui étaient ces types. Mais aucun d'eux n'a pu nous fournir des informations précises sur les hommes qui avaient commis ces crimes.
Au cours du mois suivant, il y eut encore de nouvelles invasions de domiciles. Malheureusement, l'enquête menée par le groupe d'intervention ne progressait guère. Chaque fois que des types déguisés en policiers envahissaient un domicile de Détroit, quelqu'un du groupe d'intervention était dépêché sur les lieux. On avait donc des informations de première main. On essayait de déterminer qui étaient ces types. S'agissait-il de nos hommes ou pas? Même si les enquêteurs ratissaient soigneusement chaque scène de crime, ils ne trouvaient aucun indice prometteur. On ne trouvait jamais rien. On avait besoin d'un coup de chance. Le 26 juillet 1994, près de 2 mois après le début de l'enquête, la police de Détroit répondit à un appel. Des coups de feu avaient été tirés. Les agents trouvèrent un homme à demi conscient, atteint de plusieurs blessures de projectiles. Celui-ci était armé. Il portait un blouson de policier, un gilet pare-balles et une cagoule. Ces vêtements correspondaient à la description de ceux des voleurs. Les policiers firent venir une ambulance sur les lieux. Ils alertèrent également le groupe d'intervention. C'était peut-être le coup de chance tant espéré. On a trouvé ce type armé et portant un blouson de policier. Je n'espérais alors qu'une chose, qu'il survive. Les agents se rendirent sans attendre à l'hôpital dans l'espoir que l'homme survivrait à ses blessures. À Détroit, un groupe d'intervention réunissant des agents du FBI et des policiers enquêtait sur une série de violentes invasions de domicile commises par un gang insaisissable qui maîtrisait des techniques policières. La chance tourna enfin en faveur des autorités quand on trouva et qu'on arrêta un homme grièvement blessé qui, selon toute vraisemblance, faisait partie du gang. Les agents du FBI se rendirent à l'hôpital pour y interroger le suspect. Par ses empreintes digitales, ils découvrirent qu'il s'agissait d'un certain Dante Garrison. Voici l'agent spécial Martin van der Vliet. Il était en mauvais état. Il avait reçu 3 projectiles, un dans le bras, un dans la jambe et un autre à l'estomac. Il a dit qu'il était au courant de certains vols qui avaient eu lieu, mais il a refusé de nous donner des informations précises à ce sujet. L'agent spécial Michael Kosanovich était malgré tout optimiste. Cette situation nous a encouragés. À en juger par l'état émotionnel dans lequel il était, on croyait qu'on pourrait l'amener à collaborer avec nous en s'y prenant de la bonne façon. Si on pouvait lui faire entendre raison, ça fonctionnerait. Au quartier général de la police de Détroit, le groupe d'intervention discuta de la meilleure stratégie à adopter pour persuader Garrison de coopérer. En entendant le nom du suspect, le policier Al Page le reconnut aussitôt. Non seulement connaissait-il sa famille, mais il avait également tenu Garrison dans ses bras lorsqu'il n'était qu'un bébé. Pour le sergent-détective Tom Berry, c'était un coup de chance inespéré. Par miracle, il avait survécu à ses blessures. Et en plus, un de nos agents le connaissait. Ça n'aurait pas pu être mieux. Les enquêteurs retournèrent à l'hôpital. L'agent Page mit à profit la relation qu'il avait avec la famille du suspect dans l'espoir que Garrison accepte enfin de coopérer. Le plan fonctionna. Garrison consentit à parler à condition qu'il ne fasse pas l'objet de poursuites judiciaires. Il reconnut avoir fait partie du gang de voleurs et expliqua que ses blessures étaient le résultat d'une invasion de domicile qui avait mal tourné. Un des occupants de la maison les avait vus arriver et il leur avait parlé. Les voleurs s'étaient alors enfuis, mais ils s'étaient dit qu'ils pourraient y retourner le lendemain soir. Quand ils étaient arrivés, toutefois, les occupants de la maison étaient prêts et ils les attendaient de pied ferme. Garrison avait été touché de 3 projectiles.
Les voleurs s'étaient alors enfuis, laissant Garrison se débrouiller seul. Voici l'agent spécial Bob Pertuso. Voilà la différence entre ces criminels et des représentants des forces de l'ordre. Un policier n'abandonnerait jamais un de ses collègues blessés dans une arrière-cour. Compte tenu de la faiblesse de Garrison, les policiers ne l'interrogèrent que brièvement. Ils tenaient à ce qu'il reprenne des forces. On lui a finalement donné congé de l'hôpital. Une fois qu'il a pu se déplacer sans aide, on lui a permis de terminer sa convalescence à la maison. On a alors décidé de l'amener dans un endroit isolé où on pourrait recueillir son témoignage. Le FBI conduisit discrètement Garrison à une maison secrète à l'extérieur de Détroit. Les enquêteurs l'informèrent des conséquences possibles de sa collaboration avec les autorités, comme nous le raconte le policier Tom Dunay. On lui a laissé savoir qu'il risquait de se faire tuer si ces types découvraient qu'il avait parlé aux autorités à propos des crimes. Il voulait qu'on assure sa protection. Bien entendu, on a tout fait pour qu'il ne lui arrive rien et on lui a dit que son nom ne serait mentionné que le jour où le procès ouvrirait. Lors de séances d'interrogation intenses, Garrison révéla que le gang comptait beaucoup plus de membres que ce qu'on avait d'abord soupçonné. On a appris que ce n'étaient pas toujours les mêmes types qui commettaient ces invasions de domicile. Ils étaient entre 3 et 10, selon que ces types étaient disponibles ou pas, au moment où l'on avait besoin d'eux. S'ils le pouvaient, ils y allaient. S'ils avaient besoin d'argent, ils y allaient. Et quand ils n'en avaient pas besoin, ils pouvaient décider de passer la soirée tranquille chez eux. Garrison déclara que 2 criminels de carrière menaient le gang. Obi Carter et Andre Woods. Obi Carter et Andre Woods menaient le gang et décidaient qui ils allaient attaquer et qui commettrait ces invasions de domicile. Une fois la maison choisie, Obi Carter contactait par téléavertisseur tous les membres du gang qui seraient impliqués dans le coup. Quelques-uns d'entre eux se rendaient devant la maison et ils la surveillaient. Ils tentaient d'identifier les occupants des lieux. Combien étaient-ils? Leur âge. Ensuite, ils rejoignaient les autres membres du gang pour les mettre au courant de la situation. Ils se rencontraient plus tard dans la soirée pour aller envahir le domicile en question. Garrison révéla qu'Andre Woods avait mis en scène de fausses invasions de domicile pour permettre aux membres du gang de s'entraîner. Andre Woods avait conduit des membres du gang dans des maisons inhabitées pour qu'ils puissent se pratiquer à faire des raids comme la police le fait. C'était pour cette raison qu'ils étaient familiers avec les techniques de descente de police. Ils entraient dans la maison comme le font les agents et ils prenaient le contrôle des lieux. Une fois les occupants neutralisés, les membres du gang les interrogeaient. Selon Garrison, Woods était extrêmement brutal. Il avait violé certaines de ses victimes et torturé des vendeurs de stupéfiants quand ceux-ci refusaient de parler. Très souvent, quand les victimes refusaient de dire où se trouvait l'argent, ces types les battaient ou ils leur tiraient dessus jusqu'à ce qu'ils leur fournissent ces renseignements. Garrison décrivit une affaire en particulier où le gang avait torturé un vendeur de narcotiques d'âge mûr. Ils ont braqué leur arme sur lui en lui demandant où était la drogue et l'argent. Il a dit « J'ignore de quoi vous parlez ». Ils lui ont alors tiré une balle dans la jambe. Il souffrait le martyre et ils se sont mis à le frapper. Ils ne voulaient pas le tuer, ils voulaient qu'il leur dise où était cachée la drogue et l'argent. Ils ont tiré une autre balle dans sa jambe en lui disant « Hé connard, où est la drogue? Donne-nous-la, sinon tu vas mourir ». Et ils ont tiré de nouveau sur lui. L'homme a fini par parler. Ils ont pris l'argent et la drogue et ils se sont enfuis. Après une invasion de domicile, ils se rendaient tous à un endroit qu'ils avaient déterminé au préalable. Ils y partageaient le butin en parts égales. Si l'un d'eux avait trouvé un quelconque objet de valeur, il avait le droit de le conserver. Par la suite, certains membres du gang aidés de Chris Allen, un vendeur de narcotiques, s'occupaient d'écouler la drogue.
Chris Allen avait la responsabilité de revendre la drogue sur le marché. L'argent obtenu par la vente des narcotiques était ensuite redistribué à parts égales entre les membres. C'était également Allen qui indiquait aux membres du gang qui devrait faire l'objet de la prochaine invasion de domicile. Allen fournissait beaucoup de renseignements aux membres du gang, notamment sur les personnes cibles, à partir de ce qu'il savait de leurs activités de trafiquants de drogue. Il savait que ces gens auraient de la drogue ou d'importantes sommes d'argent lors de l'invasion de leur domicile. Les agents furent impressionnés par la description détaillée des crimes que leur fournit Garrison. Pour nous, c'était une petite mine d'or. Il nous a fourni les informations nécessaires pour nous permettre d'intervenir efficacement dans ce dossier. Même si la collaboration de Garrison était d'une importance cruciale, son témoignage ne tiendrait sans doute pas la route devant les tribunaux. Ce serait sa parole contre la leur, et ça ne suffirait pas à prouver hors de tout doute que ces individus étaient coupables de tous ces crimes. On avait besoin que ces types passent aux aveux, ou alors on devait les prendre sur le fait pour pouvoir les mettre derrière les barreaux. Les autorités auraient à s'infiltrer dans le milieu pour arriver un jour à neutraliser ce gang violent. La police de Détroit travaillait de concert avec le FBI pour neutraliser un dangereux gang qui commettait des invasions de domicile. Les agents eurent un coup de chance quand ils trouvèrent un membre du gang blessé à la suite d'une de leurs opérations. Celui-ci accepta de collaborer avec les autorités. Un groupe d'intervention formé de policiers et d'agents du FBI commença à identifier d'autres membres du gang à partir des renseignements fournis par l'informateur. L'agent spécial vendeurs nous raconte. Plusieurs d'entre eux avaient un passé criminel qui cadrait plutôt bien avec les crimes de cette dernière enquête. Il était donc fort vraisemblable qu'ils avaient été mêlés à ces invasions. On a commencé à surveiller leur résidence et on a pu les voir rencontrer d'autres membres du groupe. Bien que les enquêteurs aient reçu des informations détaillées sur l'infrastructure du groupe de la part de Garrison, ils devaient trouver d'autres preuves pour consolider leur enquête. Ils montrèrent aux victimes plusieurs photos, parmi lesquelles se trouvait celle de suspects, dans l'espoir qu'elles parviennent à identifier leurs assaillants. Voici le sergent-détective Tom Berry. On a alors rencontré un écueil quand on a constaté que les victimes ne pouvaient pas identifier ces types parce qu'ils portaient tous des cagoules et qui les avaient obligés à se coucher au sol. Le fait que les victimes soient incapables d'identifier leurs assaillants porte un rude coup à l'enquête. L'agent spécial Michael Kosanovich. Tout ce dont on disposait, c'était les renseignements fournis par un homme. On avait maintenant besoin de trouver des informations plus fraîches qui nous permettraient de faire progresser l'enquête. Le groupe d'intervention demanda alors à un juge fédéral la permission de mettre le gang sur écoute électronique. Si l'on parvenait à démontrer que les membres avaient commis une série de crimes, on pourrait démanteler tout le réseau en invoquant les lois fédérales sur les rackets. Quelques jours plus tard, aux premières heures du 4 septembre 1994, des agents furent dépêchés à une maison de jeu clandestine où des coups de feu avaient été tirés. La maison de jeu était dirigée par Andre Woods, l'un des chefs du gang. Les policiers interrogèrent les témoins et reconstituèrent les événements. À 4h30 du matin, Andre Woods avait eu une altercation avec quelques joueurs. La situation s'est envenimée. Il a trouvé que ces types lui avaient manqué de respect et il les a abattus de sang-froid. Comme ça, il a enlevé la vie à 4 individus en 1 seconde et il est ensuite parti. C'est le genre d'homme qu'il était. Il est monté dans sa Mercedes-Benz et il est parti. Le groupe d'intervention fournit à la police de Détroit des informations sur Woods et sa voiture. Les enquêteurs de la section des homicides alertèrent aussitôt tous les services de police du pays afin qu'on arrête le fugitif au plus vite. 5 jours après le quadruple homicide, un juge accorda la permission au groupe d'intervention de surveiller les téléavertisseurs de plusieurs membres du gang. Les enquêteurs identifièrent une série de numéros de téléphone et constatèrent qu'ils se contactaient régulièrement les uns les autres. C'était une preuve additionnelle des liens qu'il y avait entre les membres du gang. Une semaine plus tard, l'inimaginable se produisit.
le fugitif Andrew Woods entra dans le quartier général de la police de Détroit. Il est entré et il a dit qu'il avait entendu dire qu'on le cherchait. Woods s'était peut-être livré parce que la chasse à l'homme dont il faisait l'objet lui était insoutenable. Ou alors il croyait qu'il pourrait facilement se défendre contre les accusations qui pesaient contre lui. L'agent Bob Pertuso du FBI était très heureux de savoir que Woods n'était plus en cavale. Ce type était très violent et il voyait à ce que le gang respecte la loi du milieu. En liberté, il représentait une menace importante pour la population. Une semaine après qu'Andrew Woods se fut rendu, on obtint un mandat pour faire surveiller la ligne téléphonique d'Obby Carter, l'autre chef du gang, sur la base d'indices recueillis au cours de la surveillance des téléavertisseurs. On espérait démontrer sa culpabilité dans certaines invasions de domicile, savoir quelle somme d'argent avait été volée et surtout savoir dans quelle maison ces types comptaient s'introduire de sorte qu'on puisse les prendre sur le fait. Le groupe d'intervention fit également surveiller Carter par une équipe de policiers de Détroit dont faisait partie l'agent Steve Miller. Le suspect était constamment sur le qui-vive. Ce n'était pas facile de le prendre en filature, mais on y est parvenu. Les informations recueillies lors de ces opérations de surveillance et d'écoute électronique donnèrent aux enquêteurs un aperçu des activités du gang. En surveillant leurs moindres gestes, on a pu commencer à établir un plan d'attaque plutôt que de toujours être à la remorque de leurs crimes. On pouvait prévoir où ils frapperaient la prochaine fois et quels membres seraient impliqués lors de leur prochaine invasion de domicile. C'est en écoutant les conversations téléphoniques qu'ils apprirent à identifier les voix des divers membres du gang et à connaître les mots codés qu'ils utilisaient pour communiquer entre eux. Les membres du gang appelaient les invasions des corrections. Voici le policier Tom Dunay. Après une de ces corrections, ils se sont mis à en parler au téléphone et à rigoler à propos du crime. Ils parlaient du montant d'argent qu'ils avaient obtenu, des armes qu'ils avaient volées dans cette maison et des narcotiques qu'ils y avaient trouvés. Grâce aux informations ainsi recueillies, les enquêteurs purent dresser des liens solides entre le gang et certaines invasions de domicile. Ils donnaient peu de détails, mais ils en fournissaient quand même assez pour qu'on sache qu'ils parlaient du butin qu'ils avaient volé dans une maison en particulier. On pouvait donc ensuite faire le lien avec le rapport fourni par les victimes sur ce qu'on leur avait volé. Mais ce n'était pas suffisant. On ne savait pas qui exactement avait commis ces invasions de domicile et on devait recueillir davantage d'informations. Mais par-dessus tout, on souhaitait les prendre sur le fait. Un soir, un policier surveillait la maison où les membres du gang avaient l'habitude de se réunir quand tout à coup arriva une voiture banalisée de la police de Détroit. Avant d'avoir eu le temps de les mettre en garde, il vit 4 agents civils descendre de voiture et se diriger vers la maison. En appelant à la centrale, le policier apprit que ces 4 agents cherchaient un fugitif pour une autre affaire et qu'ils le soupçonnaient de se cacher dans la maison voisine. Le policier assigné à la surveillance du gang craignait que les membres croient que les policiers étaient venus les arrêter et qu'ils ouvrent le feu. Après quelques instants de tension, l'agent fut soulagé de constater que le gang ne réagissait pas. Plus tard, le groupe d'intervention qui enquêtait sur le gang écouta une conversation téléphonique enregistrée dans la maison d'un chef du gang. Le sergent-détective Tom Berry de la police de Détroit apprit alors que les gangsters étaient conscients du fait qu'une équipe d'arrestation se trouvait devant la maison. Apparemment, ils se préparaient à faire une invasion de domicile quand la voiture des policiers est arrivée. Ils ignoraient pourquoi les agents étaient juste devant la maison et croyaient qu'ils étaient venus les arrêter. Sur l'enregistrement, ils disaient que si les policiers entraient, ils les tueraient tous. En entendant ça, on a senti le poil de nos bras se hérisser. Le policier Tom Dunay était plus que jamais résolu à arrêter ce gang le plus vite possible. On commençait à avoir assez d'indices contre ces types grâce à l'écoute électronique et on voulait passer rapidement à l'action avant que quelqu'un se fasse tuer. Mais les enquêteurs devaient prendre le gang sur le fait pour obtenir des preuves formelles de sa culpabilité et pour pouvoir le faire condamner en vertu des lois fédérales sur les rackets. L'agent spécial Bob Pertuso.
Ils seraient en possession de leurs armes et porteraient des gilets pare-balles. En outre, ils auraient des biens volés sur eux. Pour ne pas mettre la population en danger, les enquêteurs décidèrent d'arrêter le gang juste après une invasion de domicile avec l'aide d'une unité SWAT, l'agent spécial Martin van der Vliet. Un nombre important d'individus étaient impliqués dans cette affaire. De plus, ils étaient lourdement armés de AK-47, de Mac-10 et de Uzis. Toutes ces armes dangereuses qu'on trouve sur le marché noir. Par conséquent, on croyait qu'il serait plus prudent de faire appel à une unité SWAT pour arrêter ces individus. Les agents rencontrèrent le commandant de l'unité SWAT qui leur exposa son plan. L'escouade tactique chargée de l'arrestation se cacherait dans une ambulance. Le gyrophare de celle-ci serait allumé et elle se dirigerait vers le véhicule des voleurs. Elle arriverait par derrière, comme pour la doubler. Les enquêteurs croyaient que le gang, venant à peine de commettre une invasion de domicile, préférerait passer inaperçu et se rangerait au bord de la route. L'ambulance foncerait alors sur leur véhicule. Les 20 hommes de l'unité SWAT descendraient de l'ambulance et se placeraient en demi-cercle autour d'eux. Ainsi, les voleurs ne pourraient pas s'enfuir. On ne voulait pas se lancer à leur poursuite, on était formel à ce sujet. Et c'est pour ça qu'on a décidé de foncer sur leur véhicule pour le rendre inutilisable et pour éviter une poursuite. La dernière partie du plan consistait à arrêter le reste du gang. On savait déjà que seulement certains membres du gang seraient impliqués dans ce vol. On prévoyait donc dépêcher des policiers à d'autres endroits afin qu'ils arrêtent tous les types qui n'avaient pas participé à cette dernière invasion de domicile. Les policiers devaient également exécuter 6 mandats de perquisition. Au cours des semaines suivantes, le groupe d'intervention travailla 24 heures par jour à écouter les conversations téléphoniques et à déterminer quel serait le meilleur moment pour mettre le plan en action. Puis, le 9 novembre, ils entendirent les membres du gang planifier leur prochaine invasion de domicile. On a intercepté des conversations au cours desquelles ils parlaient d'un coup qui devait avoir lieu 2 jours plus tard. Ça nous donnait un grand avantage tactique. Nos mandats de perquisition étaient déjà signés. Et bien sûr, l'escouade tactique allait se charger des arrestations. Le 11 novembre, au quartier général de la police, le groupe d'intervention réexamina pour une dernière fois le plan d'arrestation avec les chefs d'équipe. Pour souligner les risques que couraient les agents, ils leur firent écouter l'enregistrement où les gangsters avaient déclaré qu'ils n'hésiteraient pas à tuer des policiers. On a fait jouer cet enregistrement aux agents qui devaient procéder aux arrestations plus tard. Ce n'était pas de la rigolade. On devait prendre ces types au sérieux parce qu'eux n'entendaient pas à rire. Ils n'hésiteraient pas à tuer un policier. Pendant que le ruban jouait, les agents avaient le regard fixe. Ils savaient bien que ces types essaieraient de les tuer. À ce moment-là, on enquêtait sur ce gang depuis plusieurs mois. Ça avait été une enquête relativement longue. La plupart des agents du groupe d'intervention voulaient que ça finisse. On était assez enthousiastes à l'idée d'arrêter enfin ces types. Notre niveau d'adrénaline était élevé. On s'attendait à ce que toute l'affaire trouve sa conclusion ce jour-là. D'une façon ou d'une autre, ces types seraient derrière les barreaux à la fin de la soirée. Dans la soirée, les équipes de surveillance virent les membres du gang circuler à bord de 2 voitures. Ils se sont rendus à l'endroit où ils étaient allés la veille. On était tous à cran. Ils sont passés devant la maison et sont repartis. Ils n'ont pas commis le vol. On se demandait ce qu'ils faisaient au juste. L'agent spécial Martin van der Vliet du FBI suivait le gang à distance. On ne voulait pas être trop proche et courir le risque que ces types voient les policiers et décident de changer leur plan. Les voleurs empruntèrent alors une ruelle sombre et éteignirent leurs phares. Ils disparurent dans la nuit. Les policiers étaient incapables de savoir s'ils s'étaient garés ou s'ils avaient continué de rouler dans la ruelle. On conservait notre calme, mais on se demandait où ils pouvaient être. Les policiers ne pouvaient pas s'approcher sans risquer de se faire identifier. Si les voleurs s'enfuyaient, ils pourraient alors commettre un autre crime violent. La police de Détroit et le FBI suivaient un violent gang de voleurs et espéraient les capturer lors de l'une de leurs opérations. Les autorités étaient impatientes de clore cette enquête commencée 6 mois plus tôt.
Mais quand les voleurs éteignirent leurs phares, les policiers perdirent leurs traces. Quelques minutes plus tard, au centre des opérations, le sergent détective Tom Berry apprit par le service d'urgence que le gang avait frappé de nouveau. Ils avaient fait un nouveau braquage. Ils étaient 6 et portaient des cagoules et des uniformes de policiers. Ils s'étaient trompés de maison et n'avaient rien trouvé. Les 2 victimes, âgées de 70 ans, ne sont pas parvenus à les identifier. Comme les membres du gang n'avaient rien pu voler, les enquêteurs décidèrent d'attendre avant de procéder aux arrestations. Les indices étaient insuffisants pour prouver l'implication du gang dans ce crime. Comme on ne pouvait rien trouver, on ne pouvait qu'attendre. Les agents ratissèrent le quartier à la recherche des voleurs. Un policier se rendit au repère du gang en se disant qu'ils allaient sans doute y retourner après le braquage. À son arrivée, il les vit sortir de la maison vêtus de leurs uniformes et monter à bord d'une camionnette. Ils semblaient se préparer à commettre une autre invasion de domicile. Miller, qui suivait leur camionnette, vit descendre des membres du gang devant une maison. Je me suis trouvé un espace de stationnement d'où je pouvais voir la devanture de la maison et la camionnette. J'ai ajusté mes rétroviseurs et je me suis mis en mode de surveillance. Les policiers pourraient enfin voir les voleurs à l'œuvre. Notre plan consistait à attendre. On ne pouvait pas intervenir avant parce qu'ils pourraient prendre des otages. On ne voulait pas qu'il y ait des victimes. Tout à coup, l'agent Miller vit la camionnette du gang arriver juste derrière sa voiture. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Je croyais que les types m'avaient vu. J'avais mon arme en main au cas où il arriverait quelque chose. Je devais être prêt à tout. La camionnette n'a fait que passer. Elle se gara devant la maison. Les types sont alors sortis de la maison en courant, les mains pleines de toutes sortes de choses, et ils ont sauté à bord de la camionnette. Après ce vol, le groupe d'intervention put enfin mettre son plan en action. On était prêts. On pourrait enfin les arrêter. On a alors cédé notre place à l'unité SWAT. Une ambulance remplie d'agents de l'unité SWAT s'approcha de la camionnette du gang et tenta de l'emboutir pour l'obliger à s'arrêter. Mais au dernier moment, le véhicule accéléra, empêchant du même coup l'ambulance de le frapper assez fort. La camionnette, dont le moteur était plus puissant, s'enfuit sans peine. L'agent spécial Martin Van Der Vliet du FBI. On avait de gros problèmes. 6 hommes lourdement armés étaient à bord de cette camionnette et on devait les arrêter. Les équipes de surveillance se mirent à suivre la camionnette, tout en sachant que cette poursuite se terminerait vraisemblablement en fusillade. L'agent spécial Bob Pertuso du FBI. Quand des voleurs portant des gilets pare-balles et équipés d'armes automatiques sont poursuivis par la police et qu'en plus ils viennent de filer entre les doigts des agents qui tentaient de les arrêter, c'est sûr qu'il y aura une confrontation. L'agent Miller, de concert avec les autres équipes de surveillance, poursuivit la camionnette à travers les rues de Détroit. Puis, la porte arrière du véhicule s'ouvrit soudainement et les voleurs ouvrirent le feu sur les policiers. Un tireur d'élite de l'unité SWAT riposta à leur coup de feu. Depuis le quartier général de la police, l'agent Tom Dunay suivait le déroulement des événements. Compte tenu de ce qui arrivait, les policiers maîtrisaient bien la situation. Il n'y a pas eu de panique, même si les gens tout autour criaient. On a même entendu des coups de feu, c'est vous dire à quel point la situation était grave. À un moment donné, j'ai eu peur pour les policiers. Les policiers continuèrent à poursuivre la camionnette pendant encore quelques kilomètres avant que celle-ci ne s'arrête sans raison apparente. 4 types sont descendus de la camionnette en tirant sur moi.
Je suis descendu de voiture et j'ai tiré un coup de feu. Ensuite, mon arme s'est enrayée. Mon instinct me dictait que ces types ne devaient pas nous échapper. Je ne voulais pas abandonner la poursuite. Les membres de l'unité SWAT ordonnèrent aux 2 derniers voleurs de descendre de la camionnette. Mais le véhicule démarra et la poursuite reprit. Miller était seul contre les hommes lourdement armés. J'ai senti le projectile passer juste à côté de moi. Je ne m'explique pas comment il se fait que je n'ai pas été touché. J'ai alors dit « Police, vous êtes cernés, descendez ». Quand les renforts arrivèrent enfin, Miller se mit à la recherche du bandit. On s'est dirigé vers l'est, sur Pasadena, et on vérifiait toutes les rues. 5 maisons plus loin, j'ai aperçu un type, le visage contre terre. Je lui ai alors dit « Levez-vous, levez-vous ». Mais il est resté immobile. J'ai ensuite tenté de trouver son pouls. L'homme fut identifié peu de temps après. C'était Obie Carter, le chef du gang. Lors de son autopsie, on conclut qu'il avait été tué par le premier coup de feu tiré par Miller. Le projectile perforant avait transpercé le gilet pare-balles du suspect. À quelques kilomètres de là, la poursuite se termina brusquement quand la camionnette des voleurs tomba en panne. Les 2 derniers membres du gang descendirent du véhicule. L'un d'eux se rendit aux policiers, mais l'autre prit la fuite. Les agents du FBI le poursuivirent. En fouillant une ruelle sombre, l'agent spécial Bob Pertuso aperçut une silhouette noire. Il s'en approcha prudemment. Le conducteur de la camionnette gisait au sol. Il avait été touché à de multiples reprises. Les agents firent appeler une ambulance. L'homme fut transporté à l'hôpital. Contre toute attente, il survécut à ses blessures. Après cette dangereuse poursuite, le groupe d'intervention dressa le bilan de la situation. Des centaines de coups de feu avaient été tirés. Et, fait à peine croyable, aucun agent de l'équipe d'arrestation n'avait été blessé. Notre plan a fonctionné. On ne s'attendait pas à cette poursuite à haute vitesse, ni à cette confrontation, mais on a réussi. On a bien géré cette situation. Seulement 3 des 6 membres du gang poursuivi avaient été arrêtés. L'agent Tom Dunay de la police de Détroit tenta de localiser les 3 autres. J'ai contacté les hôpitaux de la région pour voir si quelqu'un portant des blessures de projectiles y avait fait son admission. On a eu un coup de chance à l'un de ces hôpitaux. Ils avaient soigné un type blessé de plusieurs projectiles. À l'hôpital, Dunay put constater que l'homme en question était l'un des fugitifs. Pendant que l'on continuait de chercher les 2 autres suspects, le FBI, l'unité SWAT et la police exécutèrent des mandats de perquisition des maisons de 6 membres du gang. Ils y trouvèrent des indices prometteurs, comme nous le raconte l'agent spécial Martin Van Der Vliet. On a trouvé beaucoup de choses qui avaient été volées lors des braquages, comme des vêtements, des bijoux. On a aussi trouvé plusieurs armes. Dans la plupart de ces maisons, il y avait entre 3 et 5 armes à feu, en plus de munitions, de gilets pare-balles, de leviers, de cagoules, entre autres choses. Au quartier général de la police de Détroit, le sergent-détective Tom Berry interrogea les voleurs capturés. Il leur fit également savoir qu'ils risquaient d'écoper de longues peines d'emprisonnement, à moins de collaborer avec la police. Environ 95% d'entre eux ont raconté fidèlement ce qui était arrivé. C'est comme ça qu'on a pu identifier le reste du gang, en plus de tous leurs complices. Au cours des mois suivants, le groupe d'intervention procéda à l'arrestation systématique des autres membres du gang. Au total, 29 hommes furent inculpés et condamnés relativement à la plus grosse affaire d'invasion de domicile à ce jour aux États-Unis.
Ce groupe d'intervention était le premier groupe de cette importance à regrouper des agents du FBI et des policiers de Détroit. On voulait faire du bon travail pour rendre justice aux victimes. Notre travail n'a pas été vain. On a contribué à ramener la paix à Détroit. C'est maintenant un endroit plus sécuritaire. Ça démontre bien que lorsque les corps de police travaillent ensemble et avec les bonnes personnes, tout est possible. Grâce aux efforts conjugués du service de police de Détroit et du FBI, le gang violent qui commettait des invasions de domicile a pu être démantelé pour toujours.